3%. C'est tout ce qu'il a dans les sondages. 3 petits pourcents. 30 août 2016. Un homme de 38 ans démissionne du gouvernement. Il n'a jamais été élu. Jamais. Pas conseiller municipal. Pas député. Rien. Il veut devenir président de la République française. Directement. En court-circuitant toutes les étapes. Tout le monde rit. Les politiciens expérimentés le méprisent. Les journalistes le trouvent arrogant. François Hollande, le président en exercice, pense qu'il vient de commettre une erreur fatale. On ne devient pas président sans parti, sans militants, sans base. C'est impossible. 18 mois plus tard, il entre à l'Élysée, le plus jeune président de l'histoire de France, sans avoir jamais affronté une seule élection avant. Comment est-ce possible ? Comment un parfait inconnu a-t-il pu battre tous les partis historiques, les socialistes, les républicains? Comment a-t-il écrasé des politiciens qui avaient passé leur vie à conquérir le pouvoir? La réponse va vous surprendre, parce que derrière cette ascension fulgurante se cache une stratégie glaciale, des paris impossibles, des calculs implacables, et surtout la compréhension parfaite d'un système politique français qui était en train d'imploser. Ce que vous allez découvrir, c'est l'une des plus grandes prises de pouvoir de l'histoire politique moderne, et personne ne l'a vu venir. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez comprendre les coulisses du pouvoir, les stratégies cachées qui changent l'histoire, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on révèle ce qui se passe vraiment derrière les discours officiels. L'histoire commence maintenant. Palais de l'Élysée, 30 août 2016, 17h. François Hollande reçoit une enveloppe blanche. À l'intérieur, une lettre de démission. Emmanuel Macron, son ministre de l'économie, quitte le gouvernement, officiellement, pour poursuivre son engagement d'une autre manière. En clair, il se lance dans la course présidentielle. Hollande lit la lettre. Un sourire ironique se dessine sur son visage. Il connaît Macron depuis des années. Il l'a fait entrer à l'Élysée comme conseiller en 2012. Il l'a nommé ministre en 2014. Il sait qu'il est brillant, ambitieux aussi. Mais de là à devenir président, sans jamais avoir été élu, c'est de la folie pure. Hollande range la lettre. Il pense que ce jeune homme vient de commettre l'erreur de sa vie. Parce qu'en politique française, il y a des règles, des étapes. On commence conseiller municipal, puis maire, puis député, puis ministre. Et peut-être, après des décennies, on peut envisager la présidence. On ne brûle pas les étapes, jamais. Mais Emmanuel Macron n'a jamais respecté les règles. Toute sa vie, il les a contournées, brisées, réécrites à sa façon. Revenons en arrière. Qui est cet homme qui veut devenir président à 39 ans sans avoir jamais affronté le moindre scrutin? Il est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Famille bourgeoise, père médecin, professeur de neurologie, mère médecin, conseil en sécurité sociale, un milieu cultivé, aisé, protégé. Il fait ses études au lycée jésuite La Providence. Excellent élève, évidemment, passionné de littérature, de théâtre, de piano. Et puis, il y a Brigitte, sa professeure de français et de théâtre, 40 ans, mariée, 3 enfants. Emmanuel en tombe amoureux à 16 ans. Elle résiste d'abord, mais il insiste, il la poursuit, il ne renonce jamais. Ses parents paniquent, ils l'envoient finir sa scolarité à Paris, loin d'Amiens. Mais Emmanuel ne lâche rien. Il appelle, il écrit, il attend. Ils se marieront 10 ans plus tard, en 2007. 24 ans de différence. Le scandale dans la petite bourgeoisie amiénoise. Mais Macron s'en fiche. Cette histoire dit tout de lui. Quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Peu importe ce qu'on en pense. Peu importe les conventions. Le parcours continue. Sciences Po Paris, stage à l'ambassade de France au Nigeria. Puis l'ENA, l'École nationale d'administration, la fabrique de l'élite française.
Il en sort en 2004. Il intègre l'inspection générale des finances, le sommet de la haute fonction publique. Il a 27 ans, mais 3 ans plus tard, il démissionne. Il veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il entre à la banque Rothschild. Fusion-acquisition. Il conseille les grandes entreprises. Il négocie des deals à plusieurs milliards d'euros. En 2012, il empoche 2,9 millions d'euros de bonus sur la vente de Nestlé à Pfizer. 2,9 millions. À 34 ans. Voilà son CV quand il entre en politique. Haut fonctionnaire, banquier d'affaires, millionnaire. Pas vraiment l'image du type qui comprend les difficultés des Français ordinaires. Mais en 2012, François Hollande vient d'être élu. Il cherche des conseillers brillants, des jeunes loups capables de penser l'économie autrement. On lui parle de Macron. Il le reçoit, il est séduit. Cet homme a quelque chose, une intelligence vive, une capacité à synthétiser, à convaincre. Hollande le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis en 2014, ministre de l'économie, à 36 ans. Le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing. Au gouvernement, Macron porte la loi sur la croissance et l'activité. La fameuse loi Macron, libéralisation du travail le dimanche, ouverture des professions réglementées, réforme du marché du travail. La gauche socialiste déteste ce texte. Trop libéral, trop favorable aux entreprises. Mais Hollande le soutient. Il fait passer la loi au 49-3 sans vote de l'Assemblée. Un passage en force. Macron devient une personnalité clivante, adulé par les entrepreneurs, détesté par la gauche radicale. On le surnomme déjà le banquier, le libéral, le traître à la gauche. Mais il s'en fiche, il sait exactement ce qu'il fait. Il construit son image, il occupe l'espace médiatique, il se fait un nom, et en avril 2016, 6 mois avant sa démission, il crée son mouvement. En Marche, les initiales EM, comme Emmanuel Macron. Ce n'est pas un parti politique traditionnel, pas de militants historiques, pas de ligne idéologique figée. C'est une coquille vide, une start-up politique, une marque personnelle. Les premières réunions se tiennent dans des arrière-salles de café. Quelques dizaines de personnes, des jeunes enthousiastes, des déçus du PS, des orphelins de la droite modérée. Macron leur parle de dépasser les clivages, de réconcilier la France, de nouveaux mondes. Des formules creuses, disent les sceptiques. Des formules brillantes, répondent ses partisans. Et puis, en août 2016, il démissionne. Il l'annonce à Hollande, puis aux médias. Il est libre. Il peut se lancer officiellement. Les sondages lui donnent 3% d'intention de vote. 3, moins que le candidat du nouveau parti anticapitaliste, moins que le candidat animaliste. Il est dans la marge d'erreur statistique, invisible. Mais Macron a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Le système politique français est en train de mourir. Les deux grands partis, socialistes et républicains, sont détestés. Les Français ne croient plus en rien. Ils cherchent autre chose, n'importe quoi d'autre. Et lui, là, il va incarner ce autre chose. Ce ni droite ni gauche, ce en même temps. Il va occuper le centre. Ce centre que tout le monde dit mort depuis 30 ans. Parce qu'en France, on est censé choisir son camp. Droite ou gauche. Pas entre les deux. Mais Macron a compris que les Français ordinaires ne sont pas idéologiques. Ils veulent juste que ça marche, que leur vie s'améliore. Et ils se fichent de savoir si la solution vient de droite ou de gauche. Alors ils se lancent, avec 3% dans les sondages, sans argent, sans structure, sans élus. Juste avec une certitude, le système va imploser. Et quand il implosera, il sera là. Pour comprendre comment Macron a gagné, il faut comprendre dans quelle France il s'est lancé. Une France épuisée, déçue, en colère. Une France au bord de l'explosion politique. François Hollande est le président le plus détesté de la Ve République. En octobre 2016, 2 mois après la démission de Macron, il atteint 8% d'opinion favorable. 8%, un record historique de rejet.
Même ses propres ministres ne le soutiennent plus publiquement. Il est fini. Tout le monde le sait, lui le premier. Le 1er décembre 2016, il annonce qu'il ne se représentera pas. C'est une première sous la Ve République. Un président sortant qui renonce. Pas par grandeur d'âme, par réalisme. Il sait qu'il perdrait, humilié au premier tour. Alors il préfère partir. Dignement, croit-il. Mais son renoncement ne sauve pas le Parti socialiste. Au contraire, il le condamne. Parce que maintenant, le PS doit organiser une primaire. Et cette primaire va tourner au carnage. D'un côté, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, autoritaire, sécuritaire. Il incarne la social-démocratie libérale. De l'autre, Benoît Hamon, député frondeur, écologiste, partisan du revenu universel. Il incarne la gauche de la gauche. Ils se détestent. Leurs militants se déchirent. Et en janvier 2017, Hamon gagne la primaire. Surprise générale, mais victoire empoisonnée, parce que le PS est toxique. Personne ne veut voter pour le parti de Hollande. Hamon finira à 6,36% au premier tour. Une humiliation historique. À gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon refuse de participer à la primaire. Il fait cavalier seul. Il incarne la colère. La vraie gauche, celle qui n'a pas trahi. Il monte dans les sondages. 15%, puis 18%, puis 20%. Ces meetings rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Il utilise les hologrammes pour être présent dans plusieurs villes simultanément. Moderne, spectaculaire, mais il a un plafond, 20% maximum. Et ça ne suffira pas. À droite, c'est le chaos aussi. Nicolas Sarkozy veut revenir. Il pense que les Français ont oublié. Ils n'ont pas oublié. Il est éliminé dès le premier tour de la primaire républicaine en novembre 2016. Alain Juppé, le favori, se fait battre par François Fillon, l'outsider, le catholique conservateur, l'ancien Premier ministre discret. Fillon gagne la primaire haut la main. Il pulvérise Juppé au second tour. 66% contre 34%. Il devient le grand favori de la présidentielle. Les sondages le donnent vainqueur face à tous les candidats. Il incarne l'expérience, la rigueur, le sérieux. Il va gagner. Tout le monde le pense, lui le premier. Et puis, le 25 janvier 2017, le Canard enchaîné publie une bombe. Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, a été employée comme assistante parlementaire de son mari pendant des années. Elle a touché près d'1 million d'euros pour un travail fantôme. Peut-être, probablement. Le Pénélope Gate explose. Les médias ne parlent plus que de ça. Fillon nie, puis admet, puis refuse de se retirer. Il parle de complot, de cabinet noir, d'acharnement. Mais les révélations continuent. Chaque semaine, une nouvelle affaire. Costumes offerts par un homme d'affaires. Emploi fictif pour ses enfants. Sa cote de confiance s'effondre. Ses soutiens hésitent. Certains l'abandonnent. Ses meetings sont perturbés par des manifestants qui lui crient « Rends l'argent ». Il tient bon. Par orgueil. Par conviction aussi. Mais politiquement, c'est un suicide. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron observe, il calcule, il sait que sa chance vient d'arriver. Parce que si Fillon s'effondre, les électeurs de droite modérés n'auront plus personne. Ils ne peuvent pas voter Marine Le Pen. Ils ne veulent pas voter socialiste. Alors ils vont devoir se tourner vers lui, vers le seul candidat propre. Neuf, sans casserole. Macron ne dit rien publiquement. Il ne critique pas Fillon. Il reste au-dessus de la mêlée. Mais, dans l'ombre, son équipe accélère. Les meetings se multiplient, les affiches fleurissent. L'argent coule. Des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, des barons du CAC 40, tous ceux qui ont intérêt à ce que le système ne s'effondre pas complètement. Le système politique français est en train d'imploser. Et Macron est le seul à avoir anticipé l'implosion. Il est prêt, exactement là où il faut être, au bon moment. Novembre 2016, Bobigny, banlieue parisienne. Emmanuel Macron lance officiellement sa campagne présidentielle. Une salle des fêtes louée pour l'occasion. Quelques centaines de personnes. Des journalistes qui prennent des notes avec un sourire ironique.
Ils ont déjà vu ça 100 fois. Tous les centristes, depuis 30 ans, promettent de dépasser les clivages. Et tous se sont cassés les dents. Macron monte sur scène, costume sombre, cravate bleue. Il a l'air d'un banquier, parce que c'est ce qu'il était. Il commence à parler. Sa voix est claire, posée, pas de grands effets de manche, pas de promesses démagogiques. Il parle d'un nouveau monde, d'une France qui avance, d'un dépassement du clivage droite-gauche. Les journalistes notent, sceptiques, mais il y a quelque chose de différent cette fois. Une organisation, une modernité, une stratégie qui va changer la politique française. Parce que la campagne de Macron n'est pas une campagne traditionnelle. C'est une start-up, une entreprise politique construite sur les méthodes du marketing moderne et de la Silicon Valley. D'abord, le storytelling. Macron ne se présente pas comme un ministre sortant. Non, il se vend comme l'outsider, le jeune homme qui défie le système, alors qu'il vient du cœur même de ce système. Il a été à l'Élysée, il a été ministre, mais peu importe. L'image qu'il construit, c'est celle du renouveau, de la rupture. Les électeurs veulent du nouveau, il incarne le nouveau. Ensuite, la communication digitale. C'est la première campagne présidentielle française massivement numérique. Son équipe sature les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Des vidéos courtes, percutantes, partageables. Il cible les électeurs avec une précision chirurgicale. Data analytics, algorithmes, micro-ciblage publicitaire. Les militants d'En Marche reçoivent des applications mobiles pour optimiser leur porte-à-porte. Chaque interaction est mesurée, analysée, optimisée. Puis, le discours en même temps. C'est le génie tactique de Macron. Il ne choisit jamais vraiment son camp. Il prend à droite, libéralisme économique, baisse des charges, réforme du travail. Il prend à gauche, ouverture sociétale, mariage pour tous, écologie. Il satisfait tout le monde, ou personne, selon le point de vue. Mais surtout, il ne ferme aucune porte. Il peut récupérer les déçus de droite comme les orphelins de gauche. Un proche le dit dans un livre d'enquête, « Emmanuel ne laisse rien au hasard. Chaque mot est pesé, chaque apparition calculée. Il contrôle tout, son image, ses messages, ses silences même. Et puis il y a l'argent. Les dons affluent, des milliers de petits donateurs, certes, mais aussi des gros, très gros, des chefs d'entreprise, des patrons du CAC 40, des financiers, tous ceux qui voient en Macron la garantie que le système économique ne sera pas bouleversé, qu'il n'y aura pas de révolution, juste des réformes, modérées, contrôlées, rassurantes pour les marchés. En quelques mois, En Marche devient une machine de guerre, des permanences dans toute la France, des milliers de militants, des affiches partout, une présence médiatique constante. Macron est invité dans tous les plateaux télé, il séduit les éditorialistes, il rassure les patrons de presse, il construit son image, jeune, moderne, compétent. Mais il a un problème, un gros problème. Il doit convaincre les Français qu'il comprend leur vie, alors que tout dans son parcours dit le contraire. Lycée privé, Sciences Po, ENA, Banque Rothschild, 2,9 millions d'euros de bonus. Il vit dans un autre monde, le monde des élites, des privilégiés. Alors il joue la carte de l'authenticité. Il se met en scène avec Brigitte, leur histoire d'amour improbable. Il parle de sa grand-mère, de ses racines picardes. Il visite des usines, il serre des mains, il écoute, ou fait semblant d'écouter. Les caméras filment, les photos circulent, l'image se construit. Un homme proche du peuple. Mais parfois le masque glisse. Lors d'une visite dans une usine, un ouvrier lui demande comment il va sauver son emploi. Macron répond qu'il ne peut rien promettre, que certains métiers vont disparaître, qu'il faut se reconvertir. C'est honnête, c'est lucide, mais c'est brutal. L'ouvrier est sonné, les syndicats crient au mépris de classe. Ou cette phrase lors d'un meeting. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Des gens qui ne sont rien. La phrase fait scandale,
Macron s'explique. Il dit que c'était maladroit, qu'il voulait dire autre chose. Mais le mal est fait. L'image du président des riches commence à se construire. Elle ne le quittera plus. Pourtant, dans les sondages, Macron monte, lentement, sûrement. Janvier 2017, 10%. Février, 15%. Mars, 20%. Il dépasse Hamon. Il rattrape Fillon qui s'effondre. Il talonne Marine Le Pen. Le pari impossible est en train de réussir. 23 avril 2017, premier tour de l'élection présidentielle. Toute la France retient son souffle. À 20h, les bureaux de vote ferment. Les chaînes de télévision affichent les estimations. Emmanuel Macron, 24,01%. Marine Le Pen, 21,3%. François Fillon, 20,01%. Jean-Luc Mélenchon, 19,58%. 4 candidats en moins de 5 points d'écart. Du jamais vu sous la Ve République. Le système politique traditionnel vient d'exploser. Le Parti socialiste est pulvérisé. Hamon finit à 6,36%. Une humiliation historique. Les Républicains sont dans le chaos. Fillon aurait gagné sans le Penelope Gate. Mélenchon a raté le second tour de quelques centaines de milliers de voix seulement. Mais Macron est premier, un homme qui a créé son parti il y a 1 an, qui n'a jamais été élu, qui était ministre de l'économie il y a 8 mois. Il est au second tour, contre Marine Le Pen. Le soir du premier tour, au parc des expositions de la Porte de Versailles, la salle explose de joie. Des milliers de militants d'En Marche sautent, pleurent, s'embrassent. Ils y croyaient à peine. Et pourtant, Macron arrive sur scène. Hymne à la joie de Beethoven, l'hymne européen, un symbole. Il sourit, mais pas de triomphalisme excessif. Il sait que rien n'est gagné. Il doit maintenant rassembler, convaincre tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, les électeurs de Fillon, de Hamon, de Mélenchon même. Il doit incarner le barrage républicain, devenir le vote utile contre l'extrême droite. Les 2 semaines qui suivent sont intenses. Macron multiplie les déplacements. Il courtise les électeurs de droite en parlant d'économie. Il rassure les électeurs de gauche en parlant d'ouverture et de tolérance. Il joue sur la peur de Marine Le Pen, sur le rejet du Front National. Il n'a même pas besoin de convaincre que son projet est bon. Il suffit qu'il soit moins pire que Le Pen. Le 3 mai, c'est le débat télévisé. 2h30 face à face. Marine Le Pen attaque. Violemment. Elle le traite de candidat des banques, de petit serviteur de la finance internationale. Elle veut le déstabiliser, le faire sortir de ses gonds, montrer qu'il n'est qu'un gamin arrogant. Mais Macron reste calme, glacial même. Il répond point par point. Il ne tombe pas dans le piège de l'agressivité. Il retourne chaque attaque. Quand Le Pen l'accuse d'être le candidat des élites, il répond qu'elle est la candidate de la peur et du repli. Quand elle critique l'Europe, il défend l'Union européenne sans hésiter. Il assume ses positions, complètement. À la fin du débat, les commentateurs sont unanimes. Macron a gagné. Le Pen a été trop agressive, trop confuse. Elle s'est emmêlée dans ses chiffres sur la sortie de l'euro. Elle a perdu son sang-froid. Elle a raté sa dernière chance de créer la surprise. 7 mai 2017. Second tour, 20h. Les résultats tombent sur tous les écrans. Emmanuel Macron, 66,1%. Marine Le Pen, 33,9%. C'est infini. L'inconnu d'août 2016 est président de la République française, à 39 ans. Le plus jeune président de l'histoire, le premier président sans parti traditionnel depuis la création de la Ve République en 1958. Le soir de la victoire, Macron traverse la cour du Louvre. Seul, pas d'épouse à ses côtés, pas de militants qui l'entourent, juste lui, marchant lentement vers la pyramide de verre illuminée, une mise en scène parfaite, calculée, cinématographique. L'hymne à la joie résonne, des milliers de personnes applaudissent. Il monte sur scène, son discours parle de rassemblement, d'unité, de réconciliation. Il promet une France nouvelle, un dépassement des clivages,
une politique efficace qui marche. Il dit « Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je veillerai à ce que les Français puissent croire à nouveau en leur pays. » Les images font le tour du monde. Le jeune président français, progressiste, pro-européen, face au populisme qui monte partout, il devient le symbole d'un espoir, d'une résistance contre les nationalismes. Les éditorialistes étrangers s'extasient. Le Time Magazine le met en couverture. Il est la nouvelle star de la politique mondiale. Mais en France, beaucoup ont voté pour lui par défaut, pas par conviction, juste pour faire barrage à Le Pen. Les abstentionnistes sont nombreux au second tour, 25,4%, un record. Et parmi ceux qui ont voté Macron, combien croyaient vraiment à son projet? Combien espéraient juste éviter le pire? Cette question va très vite trouver sa réponse. 14 mai 2017. Emmanuel Macron est investi président de la République. Il a 39 ans. 18 mois plus tôt, personne ne le connaissait. Maintenant, il est le chef de l'État. L'exploit est extraordinaire, mais la réalité va très vite rattraper les promesses. Les premières semaines, c'est l'état de grâce. Macron nomme un gouvernement d'ouverture, moitié de droite, moitié de gauche. Des ministres issus de la société civile, des figures nouvelles. Tout semble possible. Le nouveau monde est en marche. Puis viennent les réformes. Code du travail assoupli, ordonnances passées en force, ISF supprimé, flat tax sur les revenus du capital. Macron veut libérer l'économie, attirer les investisseurs, faire baisser le chômage. C'est sa stratégie, son pari. Mais l'image se dégrade très vite. Le président qui voulait rassembler devient le président des riches. L'ISF supprimé pour les plus fortunés, les retraités taxés, les APL baissés. Les classes populaires ont l'impression d'être oubliées, méprisées même. Et puis il y a ces phrases, ces petites phrases qui blessent. Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien. La phrase le poursuit. Elle cristallise un sentiment. Macron ne comprend pas la vraie vie. Il est coupé du peuple, enfermé dans sa bulle d'énarque. Novembre 2018. Les gilets jaunes. Une révolte spontanée, partie d'une taxe sur le carburant, mais qui dit bien plus. La colère des oubliés, des invisibles, de ceux qui travaillent mais ne s'en sortent pas, qui vivent loin des métropoles, dans ces zones périurbaines que Macron ne visite jamais. Ils occupent les ronds-points, bloquent les routes, manifestent chaque samedi, pendant des mois. La répression est dure, des milliers de blessés, des dizaines d'éborgnés, des mains arrachées par des grenades. Macron ne cède presque rien. Il finit par annuler la taxe carburant, par lancer un grand débat national. Mais la confiance est brisée, irrémédiablement. Les sondages s'effondrent. En 2019, Macron est aussi impopulaire que Hollande l'était. Le cycle se répète. L'espoir, la désillusion, le rejet. Comme si rien ne changeait jamais vraiment. Alors que reste-t-il de cette histoire? Que nous dit l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron? Elle nous dit que le système politique français était à bout de souffle, que les partis traditionnels avaient perdu toute crédibilité, que les Français cherchaient désespérément autre chose, n'importe quoi d'autre. Macron a incarné ce autre chose, mais était-ce vraiment nouveau, ou juste un repackaging intelligent de l'ancien système? L'ascension de Macron montre aussi que le timing est tout en politique, qu'une stratégie brillante peut compenser l'absence d'expérience, qu'avec de l'audace, de l'intelligence et un contexte favorable, on peut accomplir l'impossible. Passer de 3% dans les sondages à l'Élysée en 18 mois. C'est un exploit tactique indéniable, mais elle montre surtout les limites de ce modèle. Gagner une élection avec une promesse de rupture, c'est une chose. Tenir cette promesse, c'en est une autre. Macron a gagné en incarnant le renouveau. Mais gouverner, c'est affronter la réalité, les blocages, les résistances,
les compromis impossibles. Le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien. Les mêmes élites, les mêmes codes, la même distance avec le peuple. Macron voulait dépasser les clivages. Il a juste créé un nouveau clivage. Ceux qui profitent de la mondialisation contre ceux qui la subissent. 18 mois pour devenir président. C'est un exploit. Mais que reste-t-il de cet exploit quelques années plus tard? Une France plus fracturée, plus méfiante, plus en colère. Les promesses de réconciliation se sont fracassées sur la réalité sociale. L'histoire jugera. Mais une chose est sûre, l'ascension d'Emmanuel Macron restera comme un moment charnière. Le moment où le système politique français a failli s'effondrer complètement et où un homme a su saisir cette opportunité avec un culot et une intelligence rares. Était-ce un génie politique ou simplement de la chance? Peut-être les deux. En politique, le génie consiste souvent à reconnaître sa chance et à la saisir au bon moment. Macron l'a fait, brillamment, avec une froideur calculatrice qui impressionne autant qu'elle inquiète. Parce qu'au fond, cette histoire pose une question troublante. Dans une démocratie, est-il normal qu'un homme puisse accéder au pouvoir suprême en 18 mois, sans jamais avoir été élu, sans base militante, juste avec une stratégie marketing et des millions d'euros de campagne? La réponse à cette question vous appartient.